Salut les terriens, aujourd'hui on retourne à Boca Chica faire le point sur les progrès réalisés sur le pas de tir et sur l'installation de ce fameux bouclier en acier devant résister à l'enfer des flammes des Raptors. Aujourd'hui j'en profite aussi pour remercier Kevin, à la fois abonné et partenaire du Journal de l'Espace. C'est notamment lui qui m'avait imprimé ce Starship en 3D l'an dernier et qui m'a aimablement proposé un nouveau générique pour l'émission du mercredi, le Journal de la Starbase. Je vous laisse donc découvrir ça, un grand merci à toi Kevin pour cette animation et je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Bon, on commence ces actus de la Starbase avec du rêve, parce que ça fait du bien, déjà avec ce petit coucher de soleil à Boca Chica, filmé par Space Ocean Corp, et ensuite avec ce partage fait récemment par Catherine Kerner, qui est en charge du développement des activités liées au vol habité vers notre satellite et notre flamboyante voisine, Mars. Si vous voulez voir à quoi ressemblera la gestion de l'atterrissage du tout premier Starship HLS sur la Lune via un écran tactile, je vous invite à aller voir le compte Twitter de Madame l'administratrice associée adjointe à la direction de mission développement des systèmes d'exploration de la NASA. Ouais bon, le titre est sans doute un peu long, mais sans doute justifié. Et si ces écrans vous rappellent quelque chose, c'est normal, c'est parce que vous les avez déjà aperçus dans les capsules Dragon de SpaceX. Allez, revenons à la réalité, et notamment aux réalités économiques, avec cet événement qui n'est pas passé inaperçu et dont vous avez sans doute entendu parler, c'est bien sûr l'arrivée en grande pompe à Versailles de Monsieur Elon Musk dans un convoi plutôt sympathique ma foi de Tesla flambant neuve afin de s'entretenir avec le président français Macron. Bon ok, j'avoue elle était taquine celle-là, et cet entretien donc aurait décidé le PDG de SpaceX à, je cite, envisager des investissements significatifs en France. Alors, pas d'excitation pour rien les terriens, je ne pense pas qu'Elon ait prévu une Starbase à côté de chez moi ou même une usine Tesla dans la Creuse, mais bon, sait-on jamais, ça risquerait en tout cas de faire trembler la déco. En tout début de semaine dernière, une explosion volontaire ici a eu lieu sur le site de Massey's Gun Range. Alors vous me direz, ça tombe bien puisque c'est justement le lieu que SpaceX a dédié aux tests cryogéniques et de résistance structurelle, et puisque l'endroit est à l'écart de toute activité humaine, pourquoi ne pas tester les FTS du même coup sur cette section test appelée le Booster 6 ? C'est donc ici que le système de destruction utilisé sur le Starship, qui n'avait apparemment pas donné les résultats escomptés, a trouvé un endroit pour exercer sa puissance et son efficacité. Pendant ce temps-là, la construction se poursuit sur le site de construction, ouais bon je sais, c'est redondant, ou le chantier si vous préférez du second Megabay, un gigantesque bâtiment qui ne va pas tarder à trôner fièrement à côté de ses aînés et dont on peut apprécier ici le développement grâce aux images des caméras de la Padre. Si vous pensiez que la Star Factory avait fini sa croissance, eh bien c'est loin d'être le cas, comme vous pouvez le voir ici sur ces images de RGV Aerial Photography. Une dalle de béton a été coulée et représente à cette heure seulement 20% de la superficie que couvrira la seconde partie de cette gigantesque usine. Profitez-en d'ailleurs pour observer le site de construction de haut, vous ne remarquez rien? Vu comme ça, vous ne trouvez pas que le site a l'air un peu moins brouillon que d'habitude? Alors, SpaceX serait-il rentré dans le rang des élèves sages et bien éduqués de l'aérospatiale? J'en doute, affaire à suivre en tout cas et pronostic ouvert dans les commentaires. Plus sérieusement, n'oublions pas qu'à terme, le bâtiment remplacera les tentes et couvrira une superficie totalement folle qui n'aura d'ailleurs rien à envier aux Gigafactory de Tesla. Même chose sur le site de lancement avec ce joli carré de segments bien rangé et la destination de chacun de ces derniers inscrite au sol. Oui, la Starbase gagne en organisation et en clarté. D'ailleurs, en début de semaine dernière, les équipes de Boca Chica avaient déjà terminé le nettoyage de débris et autres désordres causés par la première tentative de tir orbital du 20 avril, et grâce aux superbes prises de vue de Mauricio depuis son avion pour sa chaîne RGV Aerial Photography, le site de lancement paraît lui aussi bien propre. Une autre remarque, et non des moindres, le futur emplacement des réservoirs horizontaux qui seront appelés à remplacer les verticaux de la ferme à ergols, comme Musk l'avait annoncé, se voit ici assez bien en prolongement de ceux déjà installés. Sur le pas de tir, en tout cas, les chantiers se suivent et ne se ressemblent pas. D'abord avec ce tuyau d'alimentation du panneau à déconnexion rapide qui a été retiré afin d'être remplacé. Ensuite sur le QD-arm de la tour qui lui aussi a été retiré pour être réparé au sol. Il sera ensuite remis à sa place une fois les travaux terminés. Et sur le plancher des vaches, les équipes s'activent toujours également. Les tuyaux cryogéniques enterrés qui reliaient la ferme à ergols au Stage 0 ont tout simplement été retirés. Ici, SpaceX semble faire place nette pour pouvoir installer rapidement son nouveau système de plancher refroidissant, puisque le futur dispositif, comme vous pouvez le voir sur ces images de Ryan Hansen Space, va prendre une place conséquente. Certains endroits du site ne permettaient pas jusqu'alors d'installer la nouvelle tuyauterie. Comme nous l'évoquions dans les précédents JDS, l'endroit était bien trop encombré par un réseau souterrain d'alimentation en ergol pour y placer le moindre rajout.
Prenons à présent un peu de hauteur grâce à Mauricio de RGV Aerial Photography, on voit clairement la tuyauterie de ce futur système de refroidissement rangé soigneusement à même le sol du site de construction. Des assemblages ont même commencé afin de gagner du temps, mais le plus gros sera fait sur place au niveau du stage 0. Vous les avez peut-être déjà aperçus, ces réservoirs de gaz haute pression sont stockés non loin du pas de tir. Leur fonction c'est d'envoyer de l'eau à une pression suffisante pour que le plancher refroidissant puisse faire son œuvre sans être réduit en cendres. Un petit aperçu d'ailleurs d'une de ces plaques, dont on soupçonne qu'elles seront au nombre de 6 et qui composeront le dispositif sous la table orbitale, un système d'acheminement de l'eau sous pression sans doute optimisé pour ne pas perdre d'énergie à l'arrivée. D'ailleurs, l'entreprise profite de ses essais moteurs sur le site de MacGregor pour tester en même temps la résistance de ces fameuses assiettes d'acier dont nous parlions la semaine dernière, et qui sont censées joncher le sol du futur plancher refroidissant sous la table orbitale. Alors, notons tout de même qu'en observant de plus près cette séquence d'essais, le design du moteur sur banc paraît peu conventionnel, comme s'il lui manquait quelques pièces. En plus de ça, sa flamme jaune ne semble pas très conforme à ce qu'on a l'habitude de voir sur les Raptors, bref, affaire à suivre. Bon, laissons de côté le pas de tir et allons faire un petit récapitulatif des autres prototypes déjà bien avancés et en cours d'assemblage. La surprise de taille de ces derniers jours, c'est vraiment le transfert du S-25 du site de Massey's au pas de tir suborbital B, dans l'unique but d'effectuer quelques tirs statiques. Situation plutôt cocasse puisque le prototype, avant de se rendre sur le site de lancement, a fait quelques allers-retours indécis, comme si les équipes de SpaceX n'arrivaient pas à se décider sur son sort. Le S-26, quant à lui, avec tous ses moteurs installés et toujours en attente sur le nouveau stand de maintenance du Rocket Garden, non loin du S-27, ces deux-là n'ont pour le moment absolument pas bougé et semblent se tenir prêts. D'autres prototypes sont bien sûr toujours en cours d'assemblage, à l'instar de ce nez du S-29 qui a été empilé dans le Hide Bay juste à côté du S-28. On voit ici le nez de ce prototype tourner sur son axe grâce à la table tournante que nous évoquions dans un précédent JDS et qui est fort pratique pour souder les différentes sections entre elles. Voilà en tout cas ce qui concerne les vaisseaux qui vont du S-25 au S-34 tout de même, et dont vous pouvez suivre l'évolution sur le fil de Ring Watchers sur Twitter dont on parlait encore la semaine dernière. Allez, après les vaisseaux, allons faire un petit tour du côté des boosters, mais ça ira vite, il y a assez peu d'infos cette semaine. Dans le Mega Bay, on peut voir le booster 11 juste à côté du B10 et du B9 qui est en cours d'assemblage, et plus précisément son réservoir de méthane que vous voyez ici être empilé sur les autres sections. Et puisque nous parlions du Mega Bay, je vous propose ici sur les images de Starship Gazer la pose des baies vitrées qui permettront aux équipes de SpaceX d'inaugurer la future salle de contrôle, depuis laquelle seront suivis les lancements du Starship, un bel endroit que ce belvédère pour finir le tour d'inspection des travaux finis de la Starbase de Boca Chica. Je précise justement Boca Chica parce que sur la Starbase de Floride, qu'est-ce qu'il se passe en ce moment ? Eh bien après quelques recherches, la seule activité que l'on répertorie au KSC, c'est pour l'instant celle de la Falcon 9 dans le cadre de la mission d'Axiom Space, dont nous avons maintes fois parlé dans le JDE. Mais en ce qui concerne le Starship, eh bien malheureusement rien de nouveau en ce moment. Ceci dit, vous pouvez bien sûr compter sur le JDS pour vous tenir informé dès qu'il y aura du nouveau. Allez les terriens, avec Philippe comme chaque semaine, on répond à quelques-unes de vos questions. Je vais commencer avec celle d'Emmanuel Delay. Elon Musk a dit que 3 Raptors n'avaient pas les paramètres nominaux avant le décollage et a décidé de ne pas les utiliser, 30 Raptors étant suffisants au lancement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Merci pour ta question Emmanuel, et ce qui est marrant avec Elon Musk, c'est qu'il a tellement tendance à faire dans la communication que maintenant pas mal de monde ne prend plus au sérieux ses annonces, même parmi ses fans. Bon, rappelons tout de même ce qu'il avait annoncé peu après la première tentative de lancement, le suivi des paramètres de surveillance des moteurs avant leur mise en route aurait montré que 3 d'entre eux n'avaient pas atteint les valeurs attendues. Il y avait donc un doute sur leur capacité à s'allumer en toute sécurité, puis à monter en puissance progressivement. Petit rappel technique qui j'espère devrait vous apprendre quelque chose, une phase importante avant la mise en service des moteurs, c'est le conditionnement thermique cryogénique. En fait, le corps des moteurs proprement dit, contrairement à une idée reçue, sont majoritairement à des températures extrêmement froides, car ils sont baignés dans un flux d'ergol dont la température moyenne oscille autour de -261 degrés pour le méthane liquide et -281 degrés pour l'oxygène liquide également. Il faut donc les plonger progressivement vers ces grandes profondeurs thermiques depuis la température ambiante. Cette phase très importante provoque alors une circulation des ergols dans les moteurs, des ergols qui après usage sont évacués par des tuyaux spécifiques afin de ne surtout pas être relâchés dans le compartiment de poussée du booster et provoquer une explosion du type de celle qui avait bien failli coûter sa vie au B7 il y a plusieurs mois déjà. Ces tuyauteries d'évacuation sont bien visibles sur la photo générale du compartiment moteur du B7, ce sont les petits tuyaux blancs qui forment un réseau sur toute la face intérieure du lanceur. Pour reprendre l'histoire de ce premier vol, les informations et l'évolution des températures moteurs sont alors suivies de près en direct par les techniciens, et s'ils détectent un conditionnement insuffisant, c'est possiblement la fiabilité du moteur qui est remise en cause. Le moteur n'est alors pas forcément perdu, mais il existe un doute et il faut faire un choix.
Vous vous souvenez le jour J de l'arrêt du compte à rebours à moins de 30 secondes du départ, attribué par le commentateur à un recalage des pendules? Eh bien, il est permis de penser, comme nous l'avions fait à l'époque, que cette pause impromptue de moins de 4 minutes a été mise à profit pour discuter du problème et laisser le choix au boss, Elon Musk, de reporter ou pas la mission. Vous connaissez bien sûr la suite des événements, c'était un go pour la mise à feu. L'indisponibilité initiale de 3 moteurs avant le top départ, c'est le maximum autorisé par les procédures. Ceci représente déjà près de 10% de perte de poussée pour le lanceur, compensable en effet par les autres moteurs, puisque nous avons vu que la pleine gomme, si je puis dire, la poussée à 100% de puissance, n'avait pas été tentée pour ce premier vol. Si par contre les 3 autres moteurs défaillants, je parle ici des 3 moteurs s'étant éteints eux pendant le vol, eh bien s'ils avaient annoncé une faiblesse juste avant le décollage, là par contre jamais l'ordre de mise à feu n'aurait été donné. Et oui, on était sur le fil, et tu as donc la réponse à ta question Emmanuel, oui 30 Raptors sont suffisants, mais bien sûr ça n'est pas optimal. Allez, j'enchaîne maintenant avec la question de OL Vincent, as-tu une idée du niveau sonore du Starship au décollage? Une question que j'ai d'ailleurs vu passer sous différentes formes plusieurs fois dans les différents épisodes de la chaîne. Alors déjà, pour le petit moment culture générale, le bruit le plus fort jamais enregistré sur Terre, c'est l'explosion du volcan Krakatoa en 1883, dans les îles indonésiennes de Java, dont le volume sonore aurait atteint 172 décibels à 160 km de distance. Ici, le niveau à la source ne serait pas mesurable, mais simplement calculable. Le son le plus fort qu'il sera jamais possible de générer réellement sur Terre est de 194 décibels. Pour comprendre une telle précision, il faut savoir qu'un bruit qui se propage dans l'air correspond à une variation de la pression atmosphérique, laquelle se trouve tantôt augmentée, tantôt abaissée, à l'image d'une courbe sinusoïdale. Logiquement, plus cette vague acoustique a de l'ampleur, et plus le bruit est intense. Je vous parlais donc de pression atmosphérique, et il n'est pas possible de la baisser en dessous de zéro, ce cas correspondrait à une absence totale de particules. L'ampleur de cette vague sonore, et en particulier son creux, est donc limitée par la valeur de la pression atmosphérique moyenne autour de laquelle l'onde sonore fluctue. Ainsi, le bruit maximal sur Terre est celui qui fait varier la pression entre 0 et 2 fois la pression atmosphérique, ce qui correspond à un bruit de 194 décibels. Des valeurs supérieures ne sont donc que des extrapolations sans réalité physique mesurable. Par comparaison d'ailleurs à ce maximum de 194 décibels, une personne qui parle normalement produit en fait une pression acoustique 10 millions de fois plus faible. Si vous avez bien suivi, puisqu'on parle de pression atmosphérique, vous aurez compris que ce bruit maximal possible est par conséquent moins fort en haut de l'Everest où la pression atmosphérique est plus faible, et il pourrait être plus fort sur d'autres planètes dotées de pression plus élevée. Maintenant que vous avez compris ça, et pour en revenir à notre Starship au décollage, bon je n'ai pas trouvé de mesures fiables réalisées au pied du pas de tir, le matériel n'aurait tout simplement pas survécu à l'événement cataclysmique, mais il existe par contre des mesures réalisées dans l'environnement sur un rayon de 5 km et qui indiquent un niveau sonore de 110 décibels. Ce niveau est déjà très important si on le situe sur une échelle de niveau des événements, il se situe entre le concert de rock, la tête dans les enceintes, et la tronçonneuse à bout portant. Sachant que ça c'est le bruit enregistré à, comme je le disais, 5 km de distance tout de même. Avec ça, eh bien, les estimations calculées indiqueraient un niveau à la source dépassant les 160 décibels. Bon, clairement, un tel niveau ne serait tout simplement pas tolérable pour un être vivant qui, outre ses oreilles, verrait bon nombre de ses organes endommagés par l'énergie issue des ondes captées par son organisme, et un fan se cachant près de l'OLP pour prendre la photo du siècle subirait de graves séquelles, sachant de toute façon qu'il n'aurait sans doute pas survécu à l'enfer du décollage. La mesure des niveaux sonores est une technique précise qui, dans son principe, doit prendre en compte la sensibilité de l'oreille humaine. En effet, selon le niveau sonore, notre oreille favorise ou défavorise certaines fréquences. Ainsi, à bas niveau sonore, nos délicats tympans préfèrent les fréquences médium, proches de la voix humaine, délaissant les graves et les aigus. C'est pour les nostalgiques de la hi-fi l'origine du fameux bouton Loudness, aujourd'hui quasiment disparu, qui sur les amplificateurs audio relevait le niveau des graves et d'aigus pour les écoutes à faible niveau sonore. Attention aussi, lorsqu'on parle habituellement de niveau sonore, à bien préciser selon quelle pondération la mesure s'effectue, la pondération prenant en compte les diverses courbes de sensibilité naturelle de l'oreille humaine selon les fréquences. Mais dans le cas de pression acoustique aussi titanesque de celle résultant d'un décollage de fusée, ça n'a plus vraiment d'importance. Une exposition à des niveaux supérieurs à 140 décibels mènerait à une surdité profonde, et à Boca Chica, le 20 avril dernier, quelques animaux passant par là ont pu être impactés. La mitigation de l'onde sonore à la source est donc un besoin incontournable que SpaceX ne semble pas avoir intégré totalement. Diminuer l'énergie de l'onde sonore dispersée dans l'environnement ne peut se faire que de deux façons, soit par déviation dans une autre direction, soit par absorption. La première nécessite de grandes infrastructures bétonnées telles que les couloirs de flammes que l'on voit sur bon nombre de pas de tir dans le monde, tandis que la seconde utilise de gros volumes d'eau dont les rideaux jouent le rôle d'amortisseur. Bon, je l'ai déjà dit, l'eau claire n'est pas disponible en grande quantité à Boca Chica, et le système utilisé aura bien du mal à amortir de façon notable cette faramineuse énergie sonore.
Ça explique peut-être aussi le choix de SpaceX de laisser l'onde sonore se disperser sur 360 degrés sur toute la circonférence de la table orbitale, cette stratégie de dispersion horizontale tous azimuts étant encore le moyen le plus simple de répartir de l'énergie en ne défavorisant aucune direction particulière, faute de pouvoir en favoriser d'autres. Ce point n'est par contre pas anecdotique et risque bien, en cas de dépôt de plainte des habitants de la région, de constituer un frein administratif au futur lancement, mais vous me direz, rien de neuf sous le soleil de ce côté-là. Merci les terriens pour votre fidélité chaque semaine au Journal de l'Espace, et merci encore à Kevin pour le nouveau générique de l'émission. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire, on fera au mieux pour y répondre, et surtout n'oubliez pas le pouce en l'air de YouTube. On se retrouve vendredi pour l'actualité spatiale de la semaine, présentée cette fois par Jean-Philippe, puisqu'au moment où vous regardez cette vidéo je serai en plein déplacement, alors pour ne pas rater la douce voix de Jean-Philippe, rendez-vous vendredi. Salut les terriens!